Ce chapitre est consacré à l'étude des systèmes à un degré de liberté. Soit que ce modèle simplifié soit suffisant pour expliquer le comportement d'un ensemble complexe, soit qu'il résulte de la méthode modale qui transforme un système linéaire à n degrés de liberté en un ensemble de n systèmes indépendants à un degré de liberté. Nous commencerons par quelques exemples de systèmes modélisables à un seul degré de liberté ou coordonnées généralisées. Nous en étudierons ensuite les vibrations libres, c'est-à-dire sans excitation. Le cas du chargement harmonique ou sinusoïdal sera ensuite examiné, car il est la base de nombreux autres chargements plus complexes. Pour ce faire, nous utiliserons le concept de fonctions complexes associées. Puis ce seront les chargements périodiques, qui, par leur décomposition en séries de Fourier, s'appuieront sur les résultats précédents. Le cas d'un chargement impulsionnel résultant d'un choc donnera lieu à une résolution dans le domaine des temps, pour différents modèles d'impulsion. Il sera généralisé à un chargement quelconque, pour lequel différentes résolutions dans le domaine temporel seront développées puis dans le domaine fréquentiel par la transformée de Fourier. Le système masse, ressort, amortisseur linéaire ou visqueux est soumis à une force extérieure F de t. Le principe fondamental de la mécanique permet d'écrire l'équation différentielle. Dans le cas d'une excitation par la base d'appui Vg de t, x de t étant le déplacement relatif, l'application de ce même principe fait intervenir l'accélération absolue, somme des accélérations relatives, x secondes et Vg secondes de la base. Dans l'équation différentielle, tout se passe comme si la masse était soumise à une force, moins mvg secondes, dite force d'inertie. Un système à un degré de liberté peut être constitué de plusieurs éléments, solides, ressorts, etc. Il faut simplement qu'un seul paramètre puisse suffire à représenter totalement la position du système. Dans le cas d'un système multicorps, l'utilisation de l'équation de Lagrange est souvent la plus efficace pour la mise en équation. T est l'énergie cinétique de l'ensemble, U le potentiel du système, R la fonction de dissipation associée à l'amortisseur, Q le paramètre unique ou coordonnée généralisée et Q majuscule la force généralisée associée, établie à partir du travail virtuel des forces appliquées. Les barres AB et BC sont articulées en A, B et C. Elles se caractérisent par un moment d'inertie par rapport à A et C. On choisit comme coordonnée généralisée le déplacement transversal Q de T du point B. Le travail virtuel de la charge P de T répartie linéairement sur AB, sous l'effet du déplacement delta Q, conduit à la force généralisée F astérisque de T. On en déduit l'équation différentielle en coordonnées, effort et caractéristiques généralisées, à laquelle est associé un modèle à un seul degré de liberté. L'ensemble est soumis en plus à l'effort axial n. Calculons le travail de cette force dans le déplacement virtuel de C induit par le déplacement de B. C'est 2 fois le déplacement delta H, ou la variation de AH. On déduit le travail virtuel delta W de la force N, à mettre au second membre, en plus de F astérisque de T, calculé précédemment. La raideur se trouve ainsi diminuée de 2N sur L, appelée raideur géométrique. En général, les forces de compression diminuent la rigidité, tandis que les efforts de traction l'augmentent, comme dans le raidissement centrifuge des aubes de turbine. Soit une poutre, caractérisée par sa longueur L, son module d'élasticité E, sa masse linéique ρ et un moment quadratique de flexion I, fonction de la position X de la section. Ce système continu possède une infinité de fréquences propres de flexion. Il est toutefois possible d'en déterminer la première fréquence propre, à l'aide d'une approximation de Ritz à une seule coordonnée généralisée, en posant V de x et de t égale psi de x multiplié par q de t, où q est le déplacement en tête, et psi, une fonction d'approximation, choisie a priori pour représenter au mieux le premier mode de flexion. De l'énergie cinétique T, on déduit la masse généralisée, M astérisque, et du potentiel élastique U, la raideur généralisée K astérisque. Le travail virtuel delta W de la charge répartie donne l'expression de la force généralisée. D'où l'équation différentielle. Étude des vibrations libres ou sans excitation. Commençons par le modèle non amorti, sans excitation. Il peut vibrer librement, sous l'effet de conditions initiales comme le lancer à la vitesse Q point de 0, à partir de la position Q de 0. La solution est sinusoïdale, de pulsation propre, oméga. On déduit les constantes d'intégration A et B, des conditions initiales.
Considérons le système avec amortissement visqueux ou linéaire. Cherchons des solutions particulières sous la forme exponentielle de RT. Elles sont les racines de l'équation caractéristique du second degré, qui a comme coefficient oméga carré et sigma, avec sigma égale mu divisé par 2m. Examinons les différentes solutions suivant le signe du discriminant delta de l'équation. Premier cas, amortissement critique pour delta égale 0, soit pour mu critique égale 2m, oméga. La racine est double, r égale moins oméga, et les deux solutions particulières sont exponentielles de moins oméga t et t, exponentielle de moins oméga t. D'où la solution, compte tenu des conditions initiales. Deuxième cas, l'amortissement est sous-critique, c'est-à-dire, le discriminant delta est négatif. On appelle facteur d'amortissement, Z, le rapport de l'amortissement mu à l'amortissement critique mu C. Les racines sont complexes conjuguées. D'où la solution en exponentielle plus ou moins j oméga dt, puis en sinus et cosinus oméga dt, oméga d est appelée pseudo-pulsation. Les coefficients d'intégration C1 et C2 se déduisent des conditions initiales. On obtient une solution sinusoïdale amortie. En mesurant les amplitudes successives du mouvement et en calculant le logarithme népérien de leur rapport, on peut déduire l'amortissement, d'où la technique expérimentale. Dans le cas de l'amortissement sur critique, lorsque delta est positif, les racines sont réelles. La solution est exponentielle en oméga d et moins oméga d, c'est-à-dire croissante et décroissante. Dans ce cas, z est supérieur à 1, alors qu'il est inférieur à 1 pour l'amortissement sous critique. Ce cas est peu fréquent, les systèmes étant, en général, peu amortis. Illustrons ces différents cas de vibration libre. Sur l'outil représenté, on peut régler les différents paramètres, la masse m, la raideur k, l'amortissement mu, dont dépendent les autres valeurs comme z. On peut aussi choisir la position initiale q de 0, et la vitesse initiale q' de 0. Plaçons-nous dans le cas le plus fréquent, en mécanique, d'un amortissement sous critique. Mu égale 0,2, donc z égale 5%. Cela correspond à l'amortissement de structures assemblées, l'amortissement étant dû essentiellement aux liaisons, par exemple par des plots en élastomère. Les cas classiques d'excitation sont le lâcher statique, dans lequel on écarte la structure de sa position d'équilibre, puis qu'on lâche sans vitesse initiale. Ou l'excitation par un choc qui communique au système une vitesse initiale, à partir de sa position d'équilibre. Les deux conditions peuvent naturellement être combinées. Augmentons progressivement l'amortissement mu. 1,2, 2,2, 3,2 puis 4,2. Les oscillations disparaissent plus rapidement, puis pour 4,2, on passe en amortissement sur critique. La trajectoire traverse la position d'équilibre, si la vitesse initiale est suffisamment négative, puis revient vers la position initiale, sans la retraverser, c'est-à-dire sans rechanger de signe. Si la vitesse initiale négative est insuffisante, la courbe ne traverse pas l'axe. Enfin, si on fait mu égale mu c, c'est-à-dire 4, l'amortissement est critique, ce qui n'est qu'un cas limite. Le système est soumis à une force sinusoïdale F0, sinus de grand oméga t. On parle aussi de chargement harmonique. Commençons par examiner le système non amorti. La solution est la somme de la solution générale de l'équation homogène QH des vibrations libres et d'une solution particulière QP de l'équation avec second membre. La solution particulière QP égale Q0 sinus de oméga t convient. L'identification le confirme et donne la valeur de Q0 qu'on peut écrire de différentes manières. Notamment F0 sur K divisé par 1 moins Xi au carré. F0 sur K est la réponse statique, c'est-à-dire celle du système soumis à la force constante F0. G de Xi égale 1 divisé par 1 moins Xi2 est le coefficient d'amplification dynamique. Xi égale à la pulsation d'excitation divisée par la pulsation propre est appelée pulsation réduite. Le graphe montre que l'amplitude peut être infinie, mais rappelons que l'amortissement n'a pas été pris en compte. Considérons de nouveau le système avec amortissement. Transformons l'équation différentielle en introduisant la pulsation propre oméga et le facteur d'amortissement Z. La solution est toujours la somme de la solution générale QH et d'une solution particulière QP. En supposant le cas général d'un amortissement sous-critique Z inférieur à 1, la solution QH est pseudo-sinusoïdale.
Une solution particulière convenable est encore une fonction sinusoïdale, mais avec une phase, à cause de l'amortissement. Pour identifier l'amplitude Q0 et la phase φ, utilisons les fonctions complexes associées, soit Q bar de t égale Q0 bar exponentielle de j oméga t, ou l'amplitude complexe Q0 bar égale à Q0 exponentielle de j φ. En reportant dans l'équation complexe associée, on détermine Q0 bar, dont on déduit l'amplitude Q0 et la phase φ. La solution est donc la somme des deux solutions précédentes, mais la première partie, encadrée, disparaît au-delà de la phase transitoire. Examinons la réponse en régime permanent, soit Q de t égale Q0 sinus de oméga t plus φ. L'amplitude complexe Q0 bar peut s'écrire F0 sur K multiplié par G bar de xi. On peut tracer le coefficient d'amplification dynamique G bar en fonction de la pulsation réduite xi en module et argument ou phase. Une autre forme est la réponse en fréquence H bar fonction de grand oméga, pulsation d'excitation. Le graphe d'amplitude est tracé en échelle bilogarithmique et celui de la phase en échelle semi-logarithmique. Le coefficient d'amplification dynamique G bar de xi peut également être tracé en partie réelle et partie imaginaire. On note que pour xi égale 1, la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est inversement proportionnelle à l'amortissement Z. Étudions les fonctionnements particuliers. Tout d'abord le fonctionnement en basse fréquence. Si la pulsation d'excitation est très inférieure à la pulsation propre, xi et xi2 sont négligeables. G bar de xi tend donc vers 1, soit un module de 1 et une phase de 0. La réponse temporelle approximative est donc Q de t égale F0 sur K sinus de oméga t, soit finalement F de t sur K. Le système fonctionne en quasi-statique, le seul élément du modèle équivalent étant le ressort, d'où le schéma simplifié. Examinons maintenant le fonctionnement à haute fréquence. Le terme xi2 l'emporte au dénominateur de G bar de xi, qui est donc équivalent à moins 1 sur xi2, soit un module de 1 sur xi2, et une phase de moins pi. L'affaiblissement du module en décibels est donc de moins 40 log de xi, soit une pente de l'asymptote de moins 40 décibels par décade. En remplaçant dans Q de t, on obtient la solution en haute fréquence, moins F0 sur m oméga 2, sinus de oméga t. En dérivant deux fois, on obtient que l'accélération de la masse est égale à F de t sur m, ce qui est caractéristique d'une masse pure, d'où le schéma équivalent en haute fréquence. Fonctionnement à la fréquence propre. La pulsation d'excitation grand oméga est égale à la pulsation propre petit oméga. Xi égale 1, donc le module G vaut 1 sur 2Z, et la phase φ est égale à moins pi sur 2. Tout se passe comme si la force ne s'appliquait qu'au seul amortisseur. Fonctionnement à la résonance. On appelle résonance les conditions qui rendent le module de G maximal. L'étude de la fonction G de xi donne ce maximum pour oméga r égale oméga multiplié par racine carrée de 1 moins 2Z2. Le maximum de G est indivisé par 2Z fois racine carrée de 1 moins Z2. Dans le cas général des faibles amortissements, quelques pourcents, la pulsation de résonance est pratiquement égale à la pulsation propre et le maximum environ égal à 1 sur 2Z, autrement dit le fonctionnement à la résonance est très proche du fonctionnement à la pulsation propre, vu précédemment. Regroupons les résultats précédents. L'outil représenté comporte sur la gauche les courbes en module et phase de la réponse en déplacement Q0 bar sur F0, en fonction de la fréquence réduite, fréquence d'excitation divisée par la fréquence propre, en échelle logarithmique. On peut aussi choisir une représentation en accélération Q seconde bar sur F0. La courbe en rouge correspond à un amortissement Z de 5%. Sur la droite, il s'agit des courbes de F de t et de la réponse Q de t, à la fréquence d'excitation donnée par la position du curseur. En déplacement et basse fréquence, l'asymptote horizontale est à 1 sur K. Changeons K. En accélération et haute fréquence, l'asymptote horizontale est à 1 sur m. Changeons m. Pour Z inférieur à 0,1, fonctionnement à la résonance et à la fréquence propre sont quasiment confondus. Le maximum du module est pratiquement égal à 1 sur 2 kZ. Changeons K, puis Z.
Pour z supérieur à 0,1, le maximum se trouve nettement décalé du côté de l'asymptote, puis disparaît pour les forts amortissements, z égale 1, par exemple. En déplacement, balayons les fréquences croissantes, et observons les courbes fonction du temps. Synchrone avec la force en basse fréquence, le déplacement se déphase progressivement, en opposition pour les hautes fréquences, tandis que le module croît jusqu'à un maximum, pour redécroître fortement ensuite, et tendre vers 0. Le phénomène s'inverse en accélération. Considérons maintenant le cas d'une excitation périodique. Le système, modélisé à un seul degré de liberté, caractérisé par une masse m, une raideur k et un amortissement z, est soumis à une force périodique de période t. La solution générale Q de t est égale à la somme de la solution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire non excitée ou libre, QH de t et d'une solution particulière QP de t, correspondant au second membre. QH de t est sinusoïdale amortie. Elle disparaît donc après une phase dite transitoire, si la force est appliquée à partir de l'instant 0. Il ne reste alors que la solution particulière QP de t. La fonction d'excitation, f de t, se décompose en série de Fourier, avec théoriquement un nombre infini de termes, mais qu'on peut limiter à un nombre n, si les termes suivants ont une contribution négligeable, ce qui est généralement le cas, tous les signaux de mesure étant nécessairement limités en fréquence. F de t est donc approximativement égal à la moyenne f0, plus la somme de 1 à n de termes sinusoïdaux de fréquences multiples de celle du fondamental, 1 sur t, d'amplitude fk, et de phase φk. La solution particulière correspondant au second membre, somme de fonctions, est donc la somme des solutions particulières correspondant à chacun des termes de la somme du second membre, soit Q0 pour la valeur moyenne et Qk de t pour chaque terme de l'excitation. Considérons donc l'équation différentielle avec comme second membre le terme général de la série de Fourier, d'indice k. Notons ωk sa pulsation, fk son amplitude et φk sa phase. La solution particulière Qk de t correspondante est donc sinusoïdale, de même pulsation, d'amplitude Qk et de phase θk. On est donc ramené au cas d'une excitation harmonique, vue précédemment. Utilisons les fonctions complexes associées, dont les fonctions fk et Qk de t sont les parties réelles. En reportant dans l'équation différentielle et en identifiant les deux membres, on obtient l'expression de l'amplitude complexe de la réponse Qk bar égale à fk bar multipliée par la fonction de transfert, h bar de ωk, ou réponse en fréquence complexe. La solution statique Q0 correspondant à la valeur moyenne f0 est égale à f0 divisé par la raideur k. La solution Q de t est donc la somme de toutes ces solutions particulières. Illustrons par un exemple numérique. Le système est caractérisé par ses valeurs m égale 50 kg, k égale 500 N par mètre et z égale 0,01. Sa pulsation propre est donc oméga égale 3,16 radians par seconde et sa fréquence propre de 0,503 Hz. On lui applique une force périodique rectangulaire, de période t, de valeur maximale Fmax, pendant une durée tau. Après calcul des termes de la série de Fourier, on obtient le spectre d'amplitude de la force d'excitation, de fréquences multiples du fondamental à 0,125 Hz. On peut ainsi reconstituer l'approximation de la fonction périodique rectangulaire, jusqu'à n égale 40, et la superposer à la fonction à représenter. On constate de petites différences, dues à une décroissance des termes de la série, rapide aux basses fréquences, premier lobe, mais plus faible pour les lobes suivants. Cependant, rappelons qu'un tel signal avec des discontinuités fortes n'est pas très physique, et que les approximations sont meilleures avec des mesures expérimentales réelles. Le curseur rouge du graphe supérieur marque la fréquence propre du système, à 0,503 Hz, très proche de la quatrième raie du spectre. La conséquence de cette quasi-coïncidence est l'amplification relative de cette composante, très visible dans le spectre de la réponse, ce qui est confirmé par la fonction du temps d'allure proche d'une sinusoïde légèrement amortie, de niveau nettement supérieur à la réponse statique,
à savoir f de t divisé par la raideur k, en rouge. Rappelons que la réponse est périodique et qu'une seule période de 8 secondes est représentée. Revenons, en mode interactif, aux différents aspects du calcul de la réponse du système à un degré de liberté à une excitation périodique, constituée de créneaux rectangulaires. Activons le calcul des composantes de Fourier de ce signal. Les valeurs des amplitudes des raies du spectre sont indiquées dans le tableau inférieur. Faisons calculer la fonction du temps correspondante, qui ne recouvre qu'approximativement les discontinuités de la fonction porte, du fait qu'un nombre fini de composantes a été utilisé, en l'occurrence 40. Rappelons qu'en pratique, les signaux de mesure ne présentent pas de telles discontinuités, et sont donc plus facilement représentés par une série de Fourier limitée en fréquence. En bas à droite, le graphe rouge représente la réponse statique, soit f de t divisé par k, comme si le système ne comportait plus que le seul ressort. En effet, en basse fréquence, les termes en q' et q2' deviennent négligeables dans l'équation différentielle. Faisons calculer le spectre de la réponse, à partir du spectre d'excitation et de la fonction de transfert, h de j oméga, ou réponse en fréquence, comme expliqué précédemment. Il apparaît clairement que la quatrième composante, de fréquence proche de la fréquence propre oméga, se trouve nettement amplifiée par rapport aux autres. Cela s'explique parce que la différence oméga carré moins oméga k carré est très faible, pour k égale 4. Le terme d'amortissement étant faible, le dénominateur de h est petit et donc h grand au voisinage de la fréquence propre du système. La réponse temporelle q de t est donc voisine d'une sinusoïde amortie de fréquence 0,5 Hz. Nous avons donc vu que l'amplification dynamique de l'excitation périodique par le système est due à la proximité entre la fréquence propre du système à un degré de liberté et une des fréquences du signal décomposé en série de Fourier. Ceci est fondamental pour la compréhension des phénomènes vibratoires des structures mécaniques. Illustrons cette propriété. Changeons la fréquence du signal en augmentant la période t à 9. On voit que la fréquence propre, inchangée, est maintenant entre les composantes 4 et 5 de la force d'excitation. De ce fait, il n'y a quasiment plus d'amplification, et la réponse temporelle a une amplitude de l'ordre de la réponse statique. Si on augmente t à 10, on retrouve une coïncidence avec la composante 5, et donc une amplification dynamique importante. Mais ceci n'a que peu d'applications pratiques, car on ne maîtrise pas, en général, la fréquence de l'excitation, résultant, par exemple, de la vitesse d'une machine tournante, moteur, turbine, etc. Voyons plutôt du côté du système mécanique. Jouons sur la raideur, en portant k, par exemple à 600. Le même phénomène se produit, les fréquences ne coïncident plus et la réponse s'en trouve fortement diminuée. Mais ceci n'est pas non plus très pratique. Plus facile de réalisation semble être la variation de la masse, car il est assez aisé de la charger par une masse additionnelle. En ajoutant, par exemple, 10% de masse, l'amplitude de vibration est divisée par plus de 3. Enfin, on peut jouer sur l'amortissement. En passant de z égale 1% à 5%, on obtient également une division par 3 de l'amplitude de vibration. Z égale 1% est l'amortissement dans les structures assemblées par boulonnage, par exemple, tandis que 5% n'est atteint que si la structure est suspendue par des amortisseurs en élastomère. Ceci termine la première partie de l'étude des systèmes à un degré de liberté.